Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous nous trouvons à la Cité de la Mer à Cherbourg au sein du sous-marin Le Redoutable. Je suis en compagnie de monsieur Jean-René Leuillas. Bonjour Jean-René. Bonjour. Merci de nous recevoir à travers ce bâtiment que vous avez connu. Donc l'objectif de cette visite, c'est de découvrir un peu plus en profondeur ce qu'a été la vie des sous-mariniers, comment le sous-marin a fonctionné à l'époque, quel fut le contexte historique et également l'historique des différentes salles que nous allons visiter. En fin de compte, moi je suis rentré dans la marine en fin 56. Je suis rentré à l'école des mécaniciens de Saint-Mandrier et j'ai fait donc l'école des mécaniciens, ensuite l'école de maîtrise machine qui existait à l'époque, qui n'existe plus maintenant sous cette forme. Et ensuite, en fin 59, début 60, je suis venu au sous-marin à Toulon. Donc j'ai navigué sur les sous-marins de l'époque à Toulon. Et j'ai suivi les différents cours qu'on suit dans une carrière normale pour progresser. Et à l'issue de mon brevet supérieur de mécanicien, je suis retourné au sous-marin à Toulon et la marine est venue chercher du personnel pour armer les premiers sous-marins nucléaires. Donc on a passé un petit examen à Toulon et on s'est retrouvé à Cherbourg. On n'était pas nombreux, on était 15 à l'époque. On s'est retrouvé au sous-marin à Cherbourg, on ne savait même pas trop pourquoi en fait compte au départ. Et on a suivi ce qu'on appelle le cours d'atomicien, donc à l'école atomique, l'école des applications maritimes à l'époque de l'énergie atomique. Et ensuite, après une formation sur le réacteur prototype de réacteur à Cadarache, nous sommes embarqués sur le Redoutable. Donc à l'époque, je suis arrivé sur le Redoutable à la mi-67, c'était que des tôles, un cylindre en construction, il venait juste d'être lancé. Le sous-marin était quasiment vide et après on a suivi le montage à bord. On a recetté les différentes installations, donc au fur et à mesure qu'on les a recettées, on les a pris en main. On a continué notre formation sur le Redoutable jusqu'à partir en mer pour faire les essais. Après les essais, les différentes rectifications qu'il pouvait y avoir à faire, les démontages après essai, puis le sous-marin est parti à Brest. Et à la mi-71, fin 71, il était admis au service actif. Bon, moi je suis débarqué du Redoutable à la mi-71, j'ai fait 4 ans et demi à peu près à bord. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le temps passant, il fallait aussi remplacer les premiers équipages. 4 ans et demi c'est long sur un bateau. Et je suis venu ici au cours préparatoire à l'embarquement sur les sous-marins nucléaires comme instructeur pour former les équipages suivants. Puisqu'il y a eu le Redoutable, mais après il y a eu 5 petits frères. Donc, qui dit 5 petits frères, dit 2 équipages par sous-marin, ce qui fait 12 équipages. Donc il a fallu petit à petit former le personnel. Ensuite, à la mi-74, j'ai quitté la marine et je suis parti au bureau d'études de la DCN à l'époque, donc la direction des constructions navales, pour m'occuper d'une partie du suivi technique des sous-marins. Jusqu'à la mi-98 où je suis parti en pré-retraite. Voilà. Nous allons commencer cette visite ensemble. Je vous dis à tout de suite et nous allons suivre Jean-René à travers cette histoire passionnante du sous-marin Redoutable. Lorsqu'on a décidé de construire le Redoutable, on partait d'une page blanche. Donc il a fallu tout concevoir. Et comme on verra plus tard lorsqu'on va le visiter, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et il est dit qu'un sous-marin nucléaire, c'est l'engin qui est le plus compliqué à construire au monde. Donc la France, elle s'est débrouillée quasiment toute seule pour construire ce bateau. Et comme c'était quand même, il fallait se dépêcher, on a bien souvent pas fait comme on fait d'habitude, où on fait des spécifications, on voit les industriels et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou modifiées au fur et à mesure qu'on a fait la construction. Et le défi, c'était de réussir à faire un engin comme ça, qui fonctionne en un temps relativement court. Le Redoutable a représenté 14 millions d'heures de travail, bureau d'études compris. Ça peut paraître énorme, mais il faut voir qu'il a fallu tout concevoir. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va visiter le Redoutable de l'arrière à l'avant. On va revoir les différentes installations. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vous montrerai ce qu'on peut voir, les choses les plus importantes à bord, parce qu'une visite, ça peut durer une journée si on veut. Donc ici, nous sommes à l'arrière du sous-marin. Devant nous, ici, nous avons la ligne d'arbre. On a enlevé un petit tronçon de la ligne d'arbre pour permettre aux gens de passer.
À bord, on n'a pas modifié l'intérieur du bateau. On a enlevé 2-3 petits appareils de façon à que les gens puissent s'arrêter et regarder, mais le bateau était conservé en état. Hein. Donc ici, la ligne d'arbre. Ensuite, on va avoir la butée qui permet de donner la poussée de l'hélice au sous-marin pour avancer. Ensuite, on va trouver le moteur électrique de propulsion et on passera après aux turbines. Et la propulsion est faite par une machine à vapeur, mais en sécurité, on a un moteur électrique ici qui permet de faire une marche silencieuse, entre autres, ou si par hasard on n'aurait plus de propulsion vapeur parce que le réacteur est en panne, on peut toujours ramener le bâtiment avec le moteur électrique ici qui permet de faire une vitesse de l'ordre de 5 nœuds. Hein. En plus, c'est une marche silencieuse. Alors ici, en fin de compte, plus loin, sur l'avant du moteur électrique, on va trouver la partie propulsion vapeur. Les turbines à vapeur sont des appareils qui tournent à environ 6700 tours minute. La ligne d'arbre, elle tourne au maximum à environ 250 tours minute. Donc entre les deux, il nous faudra quoi? Il nous faudra un réducteur. Le réducteur, c'est une pièce qui est ici sur l'avant, c'est une grosse pièce qui est ici, qui permet de ramener la vitesse de 6700 tours à 250 tours maximum sur l'hélice. Et entre les deux, lorsqu'on veut marcher qu'en propulsion avec le moteur électrique, on a un embrayeur qui permet de séparer en deux la ligne d'arbre. Ici, nous sommes devant les turbines de propulsion. Une bâbord, une tribord. Les turbines de propulsion reçoivent la vapeur par les gros collecteurs qui sont ici. Ces collecteurs viennent directement du réacteur là-bas. On a de la vapeur qui est sous une pression de 32 bars, tant que je me souvienne, et de 120 degrés, donc, et qui vont faire tourner les turbines. Les turbines sont commandées ou localement, mais c'est vraiment au secours, ou d'un poste, un pupitre qui se trouve là-bas, dans un poste central de propulsion, un poste commande de propulsion qui se trouve là-bas, qu'on verra tout à l'heure. On est sur l'avant de la machine, donc on a un local ici, et dans ce local, on a un ingénieur de quart, et trois servants de pupitre, en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la commande de l'usine électrique du bord, la commande de la propulsion, donc la commande du réacteur, et la commande du moteur électrique de l'arrière. Les personnes qui sont là-dedans en mer ne sortent pas, ils sont enfermés dedans, ils ont une unité de conditionnement spécifique de façon que si on a un pépin ici, eux ils gardent toujours la commande. Ils ont aussi la commande de tous les circuits d'eau de mer qu'on va trouver dans le coin, donc en fait compte ils commandent et ils ont un rôle de sécurité. Donc dans ce local ici, on va avoir les tableaux électriques, la distribution électrique, on va avoir sous nos pieds un poste où on va trouver des compresseurs d'air, puis un poste de commande auxiliaire des réacteurs, où il y aura un mécanicien qui surveillera la partie auxiliaire réacteur. Au-dessus de nous ici, on a le sas de sauvetage arrière, un sas de sauvetage qui permettrait de sortir si le bâtiment est coulé dans des bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas rêver, mais en fin de compte, sas de sauvetage arrière. Et derrière moi, on va trouver aussi un labo chimie, parce qu'il y a des analyses à faire d'eau et autres. Donc on a à bord un chimiste qui est responsable de tout ça. Ici, nous sommes dans la tranche missile. Donc il y a 16 tubes blancs de missiles, 8 à bâbord, 8 à tribord. Tout le long de cette tranche, on a les baies de commande et de contrôle des missiles. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque du redoutable, tout ce qui est circuit électronique, ça n'existait pas. Donc là-dedans, c'était plein de relais. Cette tranche, lorsqu'on est au poste de combat, devant chaque tube lance-missile, on va avoir un opérateur, un missilier, qui va commander différentes choses, pressurisation des tubes et autres. Il va recevoir des ordres aussi parce que l'installation de transmission d'ordre à bord est très développée, mais même pour la petite histoire, vous voyez, on a monté ici
espèces de transmission d'ordre entre les différents ponts pour que les gens puissent discuter entre eux. C'était pas l'origine, ça a été monté après. C'est ce qui intéresse bien souvent les visiteurs en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Par contre, une petite chose, cette tranche, c'est la tranche la plus longue du bord. Donc, entre l'avant et l'arrière, vous avez ici une bonne trentaine de mètres. C'est l'endroit où on a la plus longue vision. Alors, une chose aussi, c'est que le sous-marin, lorsqu'il change d'immersion, on ne joue pas les héros, en fin de compte, on prend un petit peu de pointe, on change d'immersion, de toute façon, on est là pour se faire oublier. Mais on fait quand même des essais lors de la conception du sous-marin ou après les grands carénages, et on prend par exemple 30 degrés de pointe. Alors une chose à laquelle on ne pense pas, le sous-marin fait 128 mètres de long, 30 degrés de pointe, on a 64 mètres de différence de niveau entre l'arrière et l'avant. Dans cette tranche ici, on va voir de l'ordre de 12 à 15 mètres de différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. C'est comme un immeuble de 6 étages, donc c'est pour ça que vous voyez par terre des plaques antidérapantes. Mais c'est aussi une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on a des circuits qui font toute la longueur du bateau, et qu'il faut aussi qu'ils soient pressurisés de façon qu'on n'ait pas, par exemple, s'il ne serait pas plein, par exemple une poche de vide qui va se créer à une extrémité. Donc on va monter, on va aller donc maintenant au pont 3, on va arriver dans le PC Navigation Opération. Donc ici, ce qu'on appelait les centrales inertielles de navigation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gyrocompas, il y en a 3, qui donnent la position du sous-marin. Il y en a une qui est en service, la deuxième qui est en service aussi, qui surveille la première, et la troisième qui surveille les deux autres. Et lorsqu'on a un décalage entre les informations, on va les recaler. On va s'avancer sur le long, on va aller donc dans la partie centrale, où on a toute une série de baies. Alors, des baies qui concernent des caméras qui sont à l'extérieur pour surveiller l'ouverture des portes de tubes, des baies qui vont servir au lancement des missiles, parce que la commande se fait d'ici, des baies qui vont servir aussi à la radio, transmission d'ordre, et des baies qui vont servir pour la stabilisation si on lance les missiles. Plus les 3 dernières qui vont être la partie sous-marin pur, c'est-à-dire tout ce qui est prise de plongée, navigation en plongée, surveillance des voies d'eau, surveillance de la ventilation. En fin de compte, on aura une personne qui est ici, qu'on appelle maître de centrale, c'est lui qui est responsable de la partie sous-marin. Il est sous les ordres d'un officier de quart, qui se trouve de l'autre côté, qui s'occupe plus particulièrement de la partie navigation et de l'extérieur, mais le maître de centrale, c'est lui qui surveille la partie sous-marin. On nous retransmet les informations aussi de l'arrière, où il y a le PC propulsion, mais en fin de compte, pour la partie réacteur, chacun, c'est comme tout, chacun a ses responsabilités. L'officier de quart est responsable, le maître de centrale est responsable ici, sous les ordres de l'officier de quart. À la propulsion, ils ont leurs responsabilités, mais de toute façon, la dernière décision, c'est l'officier de quart, et au-dessus, bien sûr, le commandant. Alors, piste de pilotage, en fin de compte, si on regarde comme ça, c'est très simple. On a des barres, on pousse, on descend, on tire, on monte, on tourne d'un côté, on va d'un côté, on tourne, on va de l'autre. 2 postes, on peut mettre tout sur un ou pas du tout. On a un système de navigation automatique aussi, un pilotage automatique. Et en plus, comme tout est redondant, c'est alimenté par un circuit d'huile. Et si ce circuit d'huile est en panne, on a un autre circuit d'huile qui permet aussi de manœuvrer. Et en plus, on peut manœuvrer tout ça localement. Voyez. Donc, comme ces bâtiments naviguent en général dans des mers qui sont à une température constante, on manœuvre très peu les barres de plongée. De toute façon, on n'est pas là pour jouer les héros, pour se faire repérer. Ils naviguent à une vitesse relativement faible, pas trop vite pour ne pas faire de bruit, à une immersion à peu près toujours la même, donc il n'est pas trop soumis aux conditions extérieures. Là, on avait tous les périscopes. Donc, périscope de veille, c'est ce qu'on voit bien souvent dans les films d'ailleurs, avec l'officier de quart qui regarde dedans. Un périscope d'attaque qui est réservé à l'officier de quart.
plus différents mâts, un mât radar, des mâts qui servent à la détection des émissions extérieures, plus des mâts radio. Et de ce côté-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ici c'est l'endroit où se trouve l'officier de quart. On aura une table traçante qui donnera la situation surface. Puis là, les torpilles qui sont à l'avant, donc on les lancera à partir d'ici. La commande se fera de là. Et après, tout le système de détection, des DSM, détection sonore, surveillance de l'extérieur. Voilà, en fin de compte, alors c'est le matériel d'époque, il faut voir. C'est que maintenant, quand on voit ça sur les autres sous-marins, ce sont des grandes baies qui font 80 cm de diamètre. Il y en a une dizaine les unes à côté des autres. Il faut voir que c'est quand même du matériel qui date maintenant de 50 ans. Pourquoi on a une lumière rouge ici? C'est qu'en fin de compte, à bord, on fait la différence entre le jour et la nuit. Donc à 8 h du soir, on passe aux lumières rouges dans les zones comme ici où il y a des gens de quart, et le matin on passe aux lumières blanches. Hein, c'est pour faire la différence entre le jour et la nuit pour les personnes qui sont là. On va descendre dans la cafétéria au pont 2. On est arrivé dans la cafétéria. Donc dans la cafétéria, c'est pareil, il y a 2 repas, hein, parce que... Hein, la cuisine, on a 2 cuisiniers, un boulanger. Le boulanger il travaille de nuit, lui il n'y a pas de problème. Un petit peu comme travaille un boulanger en ville, travaille de nuit, et le cuisinier il fait les repas. Bon, le cuisinier est très important quand même sur un bateau, c'est un bateau français, les Français aiment bien manger, et il est quand même extrêmement important pour le moral de l'équipage. Et c'est vrai qu'en général on mange bien. Hein. On mange bien. Maintenant, on fait de plus en plus attention aussi à ce qu'on mange de façon que les gens ne grossissent pas trop, parce qu'au début, lors des premières patrouilles, ils en profitaient bien, les gens. Donc, cette cafétéria, elle sert pour les repas, bien sûr, mais elle sert aussi pour les conférences. Si le commandant veut faire une conférence, s'il veut réunir l'équipage, elle sert aussi de lieu de distraction. Elle sert aussi pour le cinéma. À l'époque, on tendait ici un écran. Et l'appareil cinéma était mis au fond là, et on avait les films de l'ORTF de l'époque. Hein. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, la couleur n'existait pas. Hein. Vous voyez? Donc la cuisine se faisait, on avait ici la vaisselle qui était stockée là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la cafétéria. Alors une chose que je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer aussi. Vous voyez ces petites choses au plafond là, ici? Et il y en a partout à bord. C'est qu'en cas de contamination, d'incendie, donc l'air va être pollué. Donc on a des masques, un peu comme les masques de moto intégrales, avec un câble. On se branche sur un circuit d'air ici, ce qui permet de respirer de l'air pur, hein, et puis de se déplacer. On se déplace d'un endroit à un autre. Alors ça, il y en a partout. Il y en a dans les chambres et il y en a au poste de quart. En général, à une brassée, on en a toujours. Alors ce qu'on peut dire ici, là on a les ronces de stockage des torpilles. On a coupé l'extrémité ici pour qu'on puisse s'y mettre. Donc on a 18 torpilles ou armes. Hein. Les torpilles sont stockées là-dessus. On a un système qui permet de les pousser et les rentrer dans les tubes. On a 4 tubes devant. Alors torpilles ou armes, pourquoi torpilles ou armes? Ce qu'on appelle armes, ce sont des petits missiles. Mais le mot missile étant réservé aux missiles qui portent les bombes nucléaires. Donc ce sont des missiles à changement de milieu ici qui vont servir contre les bateaux de surface. Hein. Les torpilles sont lancées, la commande se fait du central, mais on a un pupitre qui permet ici de lancer en local. Hein. Bon, les torpilles, ce qu'on peut dire sur ces torpilles, elles avaient un parcours de l'ordre de 20 km, une vitesse de 35 nœuds. Elles peuvent aller attaquer un sous-marin qui a 600 mètres de fond et elles vont vers un bateau de surface. Elles ont en mémoire leur objectif. Ça fait qu'en fait compte, lorsqu'elles sont parties, elles peuvent vivre leur vie toutes seules. Mais elles sont filoguidées. C'est-à-dire que sur l'arrière des torpilles, on a une bobine qui va se dérouler au fur et à mesure et qui va permettre de renvoyer des informations pour modifier la trajectoire. Hein, ça, c'est une première chose.
les missiles, ce sont mes petits missiles Exocet qui sont dans un conteneur autopropulsé. On le met dans le tube, il a en mémoire son objectif. On a fermé bien sûr la porte arrière, ouvert la porte avant, rempli avec de l'eau douce. Il va débarrer dans le tube, il va monter en surface, le conteneur va s'ouvrir, le missile va monter à une hauteur de 30 mètres, repère son objectif qu'un bateau de surface a une quarantaine de kilomètres et il redescend en 3 mètres de la surface de l'eau pour aller sur son objectif. Il n'est pas fait pour couler un bateau obligatoirement, mais surtout pour lui faire des avaries telles qu'il ne soit plus opérationnel le bateau. Voilà le rôle de ces missiles là, vous voyez. Et puis maintenant sur les nouveaux sous-marins, on a des missiles un peu du genre Tomahawk américain, mais ça, ils sont entièrement français. Et au lieu de les lancer verticalement, nous, on les lance par les tubes. Et ils ont un parcours de 1000 à 1500 km. Vous voyez. Donc c'est l'évolution. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette tranche. Bon, bien sûr, on pourrait dire beaucoup plus de choses. C'est une chose en particulier, ce parquet a été mis pour qu'on puisse venir. Et en dessous, là, on avait un vérin, une plateforme montée sur vérin, qu'on pouvait mettre dans le prolongement du sas qui est à l'arrière. Et ça permettait d'embarquer les vivres, d'embarquer les torpilles. Et en plus, le sas qui est là-bas sert de sas sauvetage avant. Au même titre qu'on a un sas sauvetage arrière, c'était le sas sauvetage avant. Eh bien, merci beaucoup Jean-René pour cette visite intéressante et passionnante. J'en ai appris beaucoup. C'était ma deuxième visite au sein du Redoutable, mais grâce à vous et votre parcours, on en apprend beaucoup plus. Et puis surtout, pour les auditeurs, ça va apporter quelque chose en plus à cette histoire vivante. Ce que j'aime bien poser en fin de vidéo, c'est un peu une bouteille à la mer, bizarrement, et un message pour les jeunes générations, les jeunes les jeunes sous-mariniers, mais également les jeunes qui s'intéresseraient au milieu de la marine. Est-ce que vous auriez un message d'espoir, un message pour ces jeunes générations? En fin de compte, les sous-marins, ou le Redoutable ici en particulier, c'est un bâtiment militaire, ça ne faut pas l'oublier, mais c'est un concentré de technologie. Donc les gens qui viennent travailler sur des bateaux comme ça, tout en étant militaires, ça ne faut surtout pas l'oublier, ils apprennent beaucoup de choses et ce sont des informations et des formations qui sont aussitôt utilisables dans le civil. Donc ils peuvent faire beaucoup de travaux différents dans différentes entreprises en étant, disons, capables de prendre leur boulot très rapidement. Ce qui fait qu'en fin de compte, un cursus militaire dans les sous-marins ouvre beaucoup de débouchés lorsqu'on quitte la marine. Et en plus, ce sont des bâtiments militaires, mais des bâtiments militaires où vit beaucoup un esprit de grande camaraderie. Tout le monde dépend de tout le monde. Les initiatives personnelles, ça n'existe pas en fin de compte. Donc chacun sait très bien que s'il reçoit un ordre, il doit l'exécuter. Donc on apprend à vivre ensemble, à exécuter des informations. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les critiquer. Après, on va faire des briefings selon le cas. Mais on apprend à travailler et on apprend surtout à être disponible à n'importe quel moment. Chose qui n'existe peut-être pas toujours partout. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'il a été entendu. Je remercie bien évidemment la Cité de la Mer de nous avoir accueillis au sein de ce musée vivant. Et merci beaucoup Jean-René pour cet accueil, pour toute cette visite enrichissante. Je vous invite bien évidemment à venir le découvrir au sein de la Cité de la Mer à Cherbourg. Et je vous dis à très bientôt sur le site Les Capsules de l'Histoire. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur en lien sous la vidéo avec l'association L'Agasme, l'association des anciens sous-mariniers, c'est bien ça. Et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles capsules vidéo. À bientôt.